Planchenoit, grand témoin de l'histoire de la région. À ses pieds, deux villes antiques, Tipaza et Cherchel, ou Iol pour les Phéniciens, qui deviendra en l'an 25 avant Jésus-Christ Césarée. Qui lui a donc donné ce nom? جوبادو اسمها سيزاري جيبادو. جوبادو هو اللي تسمى قيصرية. جوبادو هو اللي اسمها سيزاري. Nous nous sommes orientés vers le musée de la ville de Cherchel. Bienvenue dans notre ville antique Iol Césaria Cherchel. Et aussi, vous êtes les bienvenus au musée national de Cherchel, l'ancien musée. Nous sommes actuellement dans la galerie réservée à la famille royale. Ça veut dire Juba II, sa femme Cléopâtre, c'est l'aîné et ses enfants. Juba II est là. Le visage plein, des joues affaissées et encadrées par une chevelure abondante, des boucles courtes et rebelles sont maintenues par un bandeau, une sorte de diadème. Une vraie histoire. La signification, dans la tradition antique, dans la sculpture en général et dans les représentations des portraits des rois, on y trouve toujours soit un diadème, soit une couronne de laurier, soit une couronne tout simplement. Mais en général, la tradition en Afrique du Nord, c'est le diadème. Donc tous les rois berbères à l'époque sont représentés avec un diadème. Donc c'est un signe royal. Donc il s'agit d'un souverain et d'un personnage de haut rang. Juba II, le fils de Juba Ier, né à Hippone vers l'an 50 avant Jésus-Christ. Après la défaite de son père en 46 avant Jésus-Christ, fut emmené à Rome où il a reçu une éducation gréco-romaine. De Hippone donc, l'actuel Annaba, jusqu'à Rome, et puis Cherchel. Cherchel pour devenir roi de la Mauritanie césarienne. De Cherchel, il va faire une capitale qui va être aussi splendide que Rome. Juba II, c'était le roi de la Mauritanie césarienne, un vaste royaume qui s'étendait de Sétif de l'Algérie jusqu'au Atlantique. Alors, il a rebaptisé Iol et il lui a donné le nom de Césaria à l'honneur d'Auguste. Pour nous, c'est une phase, la période de Juba II est une phase importante dans l'histoire de l'Algérie. C'est une phase où l'Algérie a connu la prospérité, la grandeur, l'exploration scientifique, les arts. Donc, et puis, même sur le plan social, il y avait une certaine stabilité sociale, il y avait une certaine ouverture, un engouement de la population pour les arts, pour l'urbanisme. Donc il y avait une certaine entente dans les territoires de Juba II. Donc Cherchel est devenu un pôle, un port à part entière. Il y avait, on parlait à cette époque-là, on parlait de Cherchel, de Carthage et peut-être d'Alexandrie. Mais Cherchel, dans le nord africain, elle avait sa place. Elle avait une grande place parce qu'elle rivalisait Carthage, elle rivalisait même Rome dans son tissu urbain, dans son urbanisme, ses éléments architectoniques et tout, sa grandeur. Et Cherchel était un musée à ciel ouvert. Donc elle rivalisait d'abord Carthage, qui est la plus proche, sa voisine, et puis Rome. Et elle reflétait pratiquement l'aspect, un petit peu cette culture hellénistique et les villes grecques. Donc, et d'ailleurs, c'est une réalité parce qu'à Cherchel, Juba a consacré toute sa vie, tout son pouvoir à faire évoluer, à faire prospérer les recherches scientifiques, les explorations, et imiter un petit peu les traditions grecques dans la manière de donner l'information et de transmettre ces informations aux générations futures. D'ailleurs, c'est le cas, parce que plus tard, tous les érudits, les anciens historiens romains et grecs ont puisé
côté latin de son époque où il a été élevé à Rome, il maîtrisait parfaitement la langue latine et la culture latine, et grec, hellénistique aussi, parce qu'il a reçu une éducation aussi hellénistique grecque, donc il a reçu des enseignements de la part des maîtres grecs qui sont venus à Rome, donc ils ont éduqué quelque part Juba II à la culture hellénistique. Donc l'époque de Juba II, le roi de Césarée, il y avait une floraison, il y avait un épanouissement culturel, surtout dans la sculpture qu'on voit maintenant. Les élèves de Phidias, l'école de Phidias, elle existe bel et bien à Cherchell maintenant, on peut la voir à l'œil nu, c'est-à-dire témoins, ces œuvres, ces statues sont des témoins d'une époque florissante, c'est-à-dire épanouie, où il y avait où les arts ont prospéré, et la culture. Et Juba de lui-même a touché même à la médecine. La superficie qui a été découverte sur la ville de Cherchell de Juba II, pratiquement 10 à 15% seulement de l'ancienne ville. Mais ces 15% de superficie nous ont révélé d'énormes éléments d'information sur la vie et la sculpture de l'époque de Cherchell. Donc si on regroupe les deux collections qui sont au musée de Cherchell et au musée des Antiquités, parce que c'est une seule collection qui a été dispersée parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore le musée de Cherchell. Donc en réunissant ces deux collections, on peut retracer l'histoire de la sculpture grecque depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 2e et 3e après Jésus-Christ. Donc vous voyez, cette collection pourra nous donner toute l'évolution de la sculpture. Les grandes écoles classiques grecques, on les retrouve des copies des grands maîtres de l'époque comme Phidias, Polyclète, Lysippe, Escopas, tous ces grands sculpteurs grecs de l'époque classique, 400 jusqu'à 321. Donc cette époque classique était l'apogée de la sculpture dans le monde grec à l'époque. On les retrouve ici, et chose que vous ne trouverez pas ailleurs. Césarée était une ville prospère. Le royaume de Juba II était prospère économiquement. Et puis, c'était un royaume qui comptait beaucoup sur ses propres ressources. Il a même frappé sa propre monnaie. Juba II a frappé plusieurs monnaies dans sa capitale Césarée. Parmi ces monnaies, on a en argent, on a en bronze et même en or. Pour le roi Juba II, normalement, il a beaucoup d'ateliers numismatiques, de monnaie ici, c'est de la métallurgie à Cherchell. Sa monnaie, après les fouilles à Cherchell, depuis les années 1880-1870, ils ont trouvé un trésor monétaire très important. Et on trouve ces monnaies ici dans le musée de Cherchell, mais la plupart sont transférées dans les années 30-20 dans le musée d'Antiquité à Alger. On a une salle spécialisée pour la numismatique, surtout pour Juba II. Vous savez, la frappe de la monnaie, c'est un signe très important dans un État, c'est un signe de souveraineté. Donc, on avait le droit d'émettre des monnaies et exceptionnellement des oreilles, la monnaie en or, les deniers en or, et ça c'est exceptionnel. Toutes les provinces romaines, en dehors de Rome, n'avaient pas le droit d'émettre des monnaies en or. Mais seulement Juba avait ce privilège, donc ce qui veut dire qu'il y avait une certaine confiance de l'empereur Auguste avec Juba II. Donc il avait une certaine souveraineté, une certaine autonomie. Oui. Juba II a frappé plusieurs types de monnaies, surtout des monnaies où il y a des symboles religieux païens. On trouve des monnaies avec des croissants et étoiles. C'est des symboles déjà phéniciens et après remontent jusqu'à la période de Juba II, même après. Et on utilise toujours ces symboles dans les tombes algériennes.
On trouve des symboles de trône des rois. On a des symboles des animaux. Il y a beaucoup d'animaux sacrés. Surtout, il a hérité cette tradition des monnaies numériques de ses ancêtres. On trouve l'aigle, le cheval, il y a des chevaux, il y a des animaux, des monstres marins. Ça fait, même pour sa femme Cléopâtre Sélénée, elle a frappé des effigies de symboles égyptiens comme le cister et de la corne d'abondance. On trouve plusieurs symboles égyptiens pour la monnaie de Juba II, même les crocodiles dans le culte égyptien ont été sacrés. Le mariage de Juba II était un mariage arrangé. Il épousa une femme qui, comme lui, était une aristocrate et qui a grandi à Rome. Son nom est Cléopâtre Sélénée. Il s'est marié en l'an 20 avant Jésus-Christ avec Cléopâtre Sélénée, la fille de la fameuse Cléopâtre d'Égypte et le général romain Marc-Antoine. Alors, le mariage avec Cléopâtre, est-ce un amour ou un mariage arrangé? Bon, dans l'apparence, c'est un amour, mais on sait que, d'après les sources historiques, les sources anciennes, bon, il y a aussi quelque part un arrangement, c'est un mariage arrangé quelque part aussi. Mais certainement parce qu'ils ont été élevés dans la même cour, dans la même maison. Donc ils se sont côtoyés depuis la tendre enfance, donc ils se connaissaient bien. Donc sûrement il devrait y avoir quelque chose entre eux, mais c'est un mariage de raison et politique aussi. Parce qu'il fallait réunir les deux cultures orientales égyptiennes et africaines. Donc si on va faire une visite à travers le temps, on retrouve les tumulus il y a des milliers d'années, il y a plus de 5000 ans. La région la plus riche en tumulus, c'est le sud algérien, donc surtout dans la région de Tamanrasset et de Djanet, etc. Donc on a des tumulus de différentes formes, et donc il y a une typologie des tumulus. Donc il y a une organisation interne, ce qu'on appelle la chambre funéraire ou les chambres funéraires des tumulus. Donc il y a l'aspect architectural et il y a l'aspect ce qu'on appelle l'archéologie funéraire, donc ce qu'on retrouve dedans. Squelettes, objets d'accompagnement, etc. Si on veut prendre un petit peu de recul, si on veut, par rapport à l'évolution de la typologie. Là on est en face d'une construction avec des pierres taillées, donc il y a des normes. Donc là on est dans ce qu'on peut appeler les pyramides. Et en Algérie, ça ressemble à d'autres types de monuments, par exemple les jdars de Tiaret, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution dans le temps. Malgré que les tumulus, par exemple, ou bien ce qu'on peut appeler les formes tumulaires existent toujours jusqu'à maintenant, donc il y a une évolution archéologique et également une évolution ethnologique. Donc sur ce plan,